L'état physique était en rapport avec l'état moral. L'état moral étant très amélioré, il est évident que l'état physique s'était relativement rapidement rétabli. D'autant, encore une fois, j'avais quand même à peine 20 ans à cette époque-là. Donc à cet âge-là, on récupère également très vite. Donc ça allait assez rapidement. Je dois dire que le fait de travailler, de pouvoir manger, de dormir dans des conditions et de la tranquillité, si vous voulez, dont nous bénéficions, a été pour nous, nous a permis de remonter, enfin tout au moins cette première phase d'adaptation. Et vous êtes resté quelques jours à Cracovie, vous êtes resté quelques temps? Je suis resté à Cracovie jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire pratiquement de février, mars et avril. Très rapidement, je dis que j'étais français, afin de pouvoir bénéficier d'un éventuel rapatriement, que le terme rapatriement n'était pas celui que j'aurais dû employer, enfin d'être ramené en France. Eh bien, j'ai donc dû intégrer une caserne réservée aux Français, où il y avait des prisonniers de guerre, des STO et autres, peu des déportés bien sûr. Et là, l'armée française a organisé le rapatriement, et le 15 avril, nous avons été amenés à Odessa. À Odessa, nous étions embarqués sur un bateau anglais, et je suis revenu en France pratiquement le 1er mai à Marseille. Arrivé par Marseille. Oui, ceci étant, j'avais un accueil quand même qui était un peu particulier, parce que quand l'officier sur le bateau a dit préparez vos papiers pour accélérer le débarquement, je pense que le moment était venu pour avouer la vérité, et je me suis présenté à lui en lui disant que je ne m'appelais pas Paul Crioll, ce que j'avais indiqué, et que je ne suis pas né à Revel, mais je m'appelle Paul Schaffer et je suis né à Vienne. Mais pour revenir à Revel, qui était le point de départ de mon arrestation, j'ai donc raconté ce mensonge aux soviétiques, parce que sinon je n'aurais jamais pu revenir. Alors je me suis fait attraper très sérieusement, et arrivé à Marseille, j'étais accueilli par 2 gendarmes, ce qui fait que, en fait, ma déportation et mon retour s'étaient faits sous les signes de la gendarmerie. Vous n'êtes pas resté longtemps chez les gendarmes, quand même? Non, non, parce qu'il y a un comité d'accueil juif qui a été appelé au secours, qui m'a interrogé, et très rapidement ont reconnu ma judicité, et là-dessus ils m'ont dit eh bien, Mazel et Baracha, tu peux partir. J'ai reçu un peu d'argent pour me rendre à Revel en train, et je suis retourné à Revel, espérant à l'époque que mon père serait encore en vie d'ailleurs. Et donc vous êtes retourné à Revel, et là, de là... Eh bien là, j'ai appris donc beaucoup de choses, à la fois donc en premier lieu la mort de mon père, ensuite tout ce qui s'est passé pendant cette période, et donc au bout de 2 mois, je quittais Revel, parce que je ne pouvais quand même pas rester à la charge de ces personnes étrangères, et je suis allé à Toulouse. Et là, j'ai commencé un peu à travailler, et assez rapidement, j'ai obtenu une bourse pour pouvoir reprendre mes études. Et j'ai donc repris mes études à Toulouse, en 1945. Donc dès la première année scolaire, 1945. Et c'est là que j'ai fait connaissance de mon épouse. Vous aviez 21 ans? Et j'avais pas encore 21 ans, mais j'allais les avoir, et je suis né à la fin de l'année. Donc, je me suis occupé, dès mon arrivée à Toulouse, d'une organisation de jeunesse sioniste, et ça a été également un point favorable, parce que ça m'a permis de me retrouver parmi des gens qui me comprenaient mieux, alors que cette compréhension, nous ne l'avions pas fatalement par ailleurs. Et je pouvais parler et raconter, ça me paraissait nécessaire et utile, parce que c'était tout de même des propos à peu près incroyables, indicibles. Enfin, c'était quelque chose de, à l'époque encore, de très surprenant. Aujourd'hui, maintenant,
c'est rentré, enfin, on a pris l'habitude, et malheureusement, on prend l'habitude même des choses dramatiques, mais à l'époque, c'était à peine croyable, tout ce que nous pouvions raconter. Commencez-vous à en parler immédiatement? J'ai commencé à en parler dans ce milieu immédiatement. Et bon, vous avez rencontré votre future femme. Dans hein. le cadre de cette organisation de jeunesse, j'ai rencontré ma future femme, si je peux dire, puisqu'elle faisait partie de cette organisation également, étant elle-même enfant de déportés. Et donc, nous avons pu rester dans un milieu qui était en fait mon milieu propre. Et vous dites, en parler dans ce milieu-là, ça pouvait encore passer. Quand est-ce que vous avez commencé à en parler, je veux dire, en dehors même de... Eh bien, c'était pratiquement après l'apparition de négationnistes. C'est là où vraiment c'était un choc, parce que je me suis dit, si, pendant qu'il y a encore des survivants, il peut se trouver des hommes qui peuvent nier cette vérité manifeste, photographiée, vue par d'innombrables témoins, y compris des témoins allemands d'ailleurs. Eh bien, si on peut les contester à partir de là, eh bien, le devoir des survivants, c'est de témoigner aussi longtemps qu'ils le peuvent, de manière à enseigner ce que s'est passé, de manière à rappeler le drame qui s'est produit, la spécificité de la Shoah, de faire sentir aux jeunes le drame lorsqu'on perd le respect de l'autre, le manque de respect de l'homme en général. Eh bien, c'était tout de même un devoir important, et en fait que j'ai commencé, et au fur et à mesure que j'ai pratiqué ces témoignages, eh bien, j'étais encouragé par des courriers, par des lettres des enfants que j'ai déjà joint à la fin de mon livre, ou tout au moins je termine mon livre avec les dessins d'enfants, certains dessins d'enfants qui ont 10 ans, parce que les enfants de 10 ans n'écrivent pas, ils dessinent, ils s'expriment par des dessins, ensuite par des jeunes plus âgés, et des lettres des professeurs qui ont assisté à ces témoignages, et qui tendent à prouver que ces témoignages étaient incontestablement utiles. Tout au moins, c'est la promesse qu'ils me donnent, ou certains me donnent, en disant « nous n'oublierons pas, nous communiquerons, nous ferons part de ce que vous avez vécu, etc. » Enfin, il y a quelques lettres qui sont tout à fait exceptionnelles. Vous êtes retourné à Auschwitz ? Non, je suis un de ceux qui n'est pas retourné. Je devais retourner maintenant pour le 60e anniversaire de la libération. Mais dans l'intervalle, malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé. Et mon cardiologue m'a très sérieusement suggéré de ne pas y aller. Et je ne voulais pas non plus imposer un tel voyage à ma famille, à mon entourage, à ma femme en particulier, car ça aurait été pour elle une épreuve le temps que je revienne. Et ma foi, j'y étais déjà une fois, ça m'a largement suffi. Hein. Je sais qu'il y a des courageux camarades qui retournent, c'est-à-dire qu'à vrai dire, quand ils sont retournés 2 fois, 3 fois, après c'est un pèlerinage que les gens font souvent dans les cimetières, et on finit par s'habituer à tout. Mais pour ce premier retour, ça aurait été pour moi très difficile dans les contextes actuels et l'âge actuel et la période. Nous sommes en janvier, n'est-ce pas, de l'année. Il règne tout de même dans cette région un froid très violent. Vous avez organisé votre vie, vous êtes retourné au lycée, vous avez passé les examens, comment ça s'est passé? Non, ce n'est pas un lycée, je suis rentré directement dans un centre d'études technologiques à Toulouse, et de là je suis parti, j'ai terminé mes études technologiques et je suis passé électronicien. À l'époque, c'était tout de même un métier d'avenir, et du reste, j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu'enseignant
dans une école Hort en 1949, 48-49, jusqu'en 51. Et après seulement, je me suis tourné vers d'autres occupations. Je suis devenu ultérieurement industriel. J'ai construit une usine, enfin développé une usine de matières plastiques. Et c'est là où j'ai terminé ma carrière professionnelle. Vous êtes devenu enseignant très vite, donc Bien, à partir des 48, mais à l'époque, vous savez, c'était des cours plutôt accélérés. Hein. On essayait de rattraper les temps perdus. Et vous avez aussi décidé d'écrire un livre aussi. Bien, cette décision, elle est venue tardivement. Elle est venue en particulier sur l'insistance des élèves qui étaient témoins de mes récits et qui m'ont incité à écrire parce que pratiquement après chaque témoignage, ils m'ont dit « Est-ce que vous avez écrit un livre? Est-ce qu'on peut dire quelque part quelque chose, etc. » Et à un moment donné, je pensais qu'il serait un devoir d'écrire. C'était en particulier après un entretien avec Elie Wiesel qui m'a répondu sur quel est notre devoir ultime. Il m'a dit il faut écrire. Et tout en sachant qu'il y a une bibliographie relativement importante déjà des faits, que je ne me sentais pas du tout de qualité d'écrivain, j'ai tout de même eu quelques réflexes qui ont fait que je me suis penché sur cette obligation. Et je dois dire sans regret, parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est écrit. Et je pense que l'événement est d'une telle importance qu'on n'aura jamais tout écrit, d'autant qu'il faut savoir que si l'ensemble de l'histoire globale est uniforme pratiquement pour tout le monde, la vie de chaque individu est une vie particulière, une vision personnelle de choses vécues et des circonstances exceptionnelles qui lui ont permis de survivre, car la survie était inattendue, était effectivement une coïncidence, un fait dû au plus grand des hasards. Et quand on a vécu cela, je crois qu'il faut l'écrire. Il y a un autre aspect également qui probablement a contribué à cette incitation, c'est qu'en fait, n'ayant qu'une seule fille, qui elle a un seul fils, après ma disparition, mon monde disparaîtra. Et au fond, je me suis dit, un livre qui est écrit prolonge quelque peu l'existence de celui qui est défunt. Et je pensais, c'est peut-être prétentieux, mais enfin, ce livre au moins va me survivre quelques années encore, et au-delà d'un temps peut-être qu'on peut imaginer au savoir. Et il s'ajoutera à cette montagne de livres qui ont été écrits, qui tous se ressemblent, mais aucun n'est identique. Aucun de ces livres est identique. Je vous remercie. Je vous en prie. Laissez-moi, si vous permettez, quand même vous dire que mon livre, pour ceux que cela intéresse, s'appelle « Le soleil voilé » et on les trouve auprès de l'édition des écrivains. Oui. En fait, il ressort, je ne sais pas si le ressort a été 3 ans déporté. 42-45, oui. Oui, pour ceux qui savent calculer, oui. Août 42, janvier 45, c'était une période très précise. Donner les dates. En fait, exprès, je n'arrivais pas à en parler en yiddish. Et je ne parlais qu'en allemand. Alors évidemment, ça leur paraissait suspect. Et je leur ai demandé de me donner un livre de prières, ce qu'ils m'ont donné. Et j'ai lu un passage qui est lu généralement le vendredi soir, à qu'il est bon de se retrouver parmi les siens. Et c'est le passage que j'ai pu lire. Et c'est encore une autre coïncidence. Et que sur ce fait, effectivement, ils m'ont dit, ça va. On parlait yiddish chez vous? Ma grand-mère parlait yiddish. Ma grand-mère parlait yiddish, mes parents parlaient l'allemand uniquement. Ma grand-mère me parlait en yiddish, moi je lui répondais en allemand.
Oui, ce qui explique aussi pourquoi ça ne vous est pas venu automatiquement. automatiquement. Mais peut-être pas un mauvais réflexe, hein, parce qu'il voulait me forcer à parler en yiddish. J'ai paniqué probablement. Voilà. Bien, j'espère que De toute façon, c'est une documentation. cette bande, vous